Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plus tout jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Alors? C'est pour quand? Bonjour. J'ai rendez-vous à 13h avec le docteur Rada Hatem, donc je suis un peu en avance. D'accord. Voilà, en gros, je viens pour faire une petite interview, etc. Du coup, si ça vous dérange pas. Ce jour-là, je me suis rendue à la Maison des femmes de Saint-Denis, un havre de paix et de reconstruction pour celles qui ont subi des violences. Un lieu chaleureux et apaisant, pensé pour accueillir. À sa tête, une femme engagée, Rada Hatem. Bon, super. Podcastons. Rada Hatem est gynécologue, écrivaine et pionnière dans la prise en charge des violences faites aux femmes. C'est elle qui a porté ce projet d'un espace dédié à la prise en charge des femmes victimes de violences. Mais son engagement ne vient pas de nulle part. Elle a grandi au Liban, marquée par une guerre civile qui a ravagé le pays de 75 à 90. Ça change votre approche des relations humaines, votre approche de la vie elle-même. Vous savez que tout est extrêmement vulnérable, qu'il suffit de pas grand-chose pour que des vies qui n'étaient pas destinées à s'arrêter s'interrompent brutalement. Et ça vous rend peut-être un peu plus impatient parce que vous savez vraiment que le temps peut être compté et que si vous avez envie de faire des trucs, il faut y aller. Dans les pays du Proche-Orient, par exemple, on n'a pas beaucoup de sécurité. De toute façon, guerre ou pas guerre, il n'y a pas de sécurité sociale. L'État est en général assez fragile. Les gens sont beaucoup habitués à compter sur eux-mêmes, à résoudre leurs propres problèmes et à être le moins assisté possible parce qu'il n'y a pas. Donc, vous avez encore des personnes au Liban, par exemple, qui travaillent à 80 ans, qui cumulent 2 emplois, chauffeur de taxi et maraîcher, par exemple, pour arriver à survivre. Et donc, il y a aussi cette culture de la débrouille, de tout ça mélangé, la guerre, la migration, tout ça fait que je suis ce que je suis, mais d'autres certainement tout pareil. En 2011, elle prend la tête du service maternité de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. C'est là qu'elle est confrontée, jour après jour, aux violences subies par ses patientes. Violences conjugales, mutilation génitale, mariage forcé, précarité extrême. Les violences sur les femmes ne s'arrêtent pas au mur de l'hôpital. Quand on prend en charge un service, on essaye d'améliorer l'héritage qu'on vous a fait, la confiance qu'on vous a accordée. On essaye d'améliorer les parcours existants, on réfléchit aux parcours manquants. C'est un mélange d'observation, de retour de patients, de prise aussi moi-même conscience progressivement que mes patientes vivaient des violences, que ça pouvait expliquer pas mal de leurs problèmes de santé. Donc c'est plus une vraie réflexion multifactorielle, je dirais, qui m'a amenée à me dire, et en fait, puisque on peut faire des centres de FIV et des centres de cancer du sein et des centres de ceci, cela, pourquoi on ne ferait pas un centre violence. Et puis il y a aussi l'assassinat d'une de mes anciennes secrétaires par son mari qui est venu juste renforcer cette notion parfaitement connue que cette violence peut être extrême et peut se retrouver dans toutes les couches de la société. C'est parce que c'est vous. Là, j'ai demandé votre nom. Du coup, je vais vous dire tout de suite. Tu vas l'enregistrer, c'est pour une écho de datation, s'il te plaît. Du coup, je dois vraiment... Elle décide de créer un espace unique, un lieu où les femmes victimes de violences peuvent déposer leur fardeau, recevoir des soins médicaux et un accompagnement pour reconstruire leur vie. C'est ainsi qu'en 2016 naît la Maison des femmes.
Pour beaucoup de patientes, elle représente vraiment ce qu'elle est, un havre qui leur permet de dire quand je vais aller là-bas, je vais me sentir bien, il y a des gens qui vont m'écouter, il y a des gens qui croient en moi, au moins. Et c'est en fait ce travail d'accueil permanent que fait l'équipe qui pourrait être décourageant de se dire encore et encore et ça va pas mieux, mais voilà, l'équipe qui tient le choc malgré tout. Nous sommes parfois démunis, notamment lorsque la patiente ne veut pas clairement être aidée et que nous la savons en grand danger. Ça, c'est extrêmement douloureux pour nous et nous sommes obligés d'accepter sa décision parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire des choses qu'il ne souhaite pas faire. Nous sommes parfois démunis par le manque de moyens, par le manque de ressources, par le fait que nous avons consacré beaucoup de temps à une situation et que finalement, parce qu'il n'y a pas d'hébergement, parce qu'il n'y a rien pour les enfants, eh bien, les choses ne prennent pas la tournure espérée. Oui, ça nous arrive souvent. Après, nous avons la chance de pouvoir rentrer chez nous dans des foyers que je nous souhaite pas violents du tout, ce qui n'est pas le cas de nos patientes. Après, il y a de belles histoires de patientes que nous avons accueillies ici et que nous avons accompagnées. Et nous savons que le fait qu'elles aient été prises en charge ici a complètement modifié leur destin. Ici, on soigne les blessures visibles, mais aussi celles qui ne se voient pas. On y pratique la médecine de la violence, une approche qui prend en compte les répercussions physiques et psychologiques des traumatismes subis. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? La médecine de la violence, c'est tout simplement de s'intéresser aux conséquences sanitaires sur la santé de nos patients quand ils ont subi de la violence. Il y a la médecine de tous les organes. Et là, c'est pas un organe, mais c'est quelque chose qui vient percuter les êtres humains tous. Et aujourd'hui, on a suffisamment de publications qui montrent que cette vie avec de la violence a un impact sur la santé. Que la violence affecte le corps et l'esprit, donc il faut soigner les deux. Donc il y a une prise en charge psychothérapie qui est extrêmement essentielle. Et puis il y a aussi tout ce qui est psychocorporel, que ce soit l'ostéopathie, la kiné, la psychomotricité, mais aussi tout ce qui est art-thérapie, thérapie par le sport, par le yoga. Et puis il y a toutes les personnes ressources comme les travailleurs sociaux, les juristes, les avocats, les policiers pour prendre des plaintes. La violence affecte la santé mentale, peut entraîner des problématiques de santé graves comme des cancers, des maladies immunologiques, cardiovasculaires, et on peut mourir. Par exemple, on peut mourir d'un choc cardiaque brutal, d'un état de stress maximal, rarement, heureusement, mais ça peut arriver. On peut se suicider. On peut avoir des maladies graves. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu une évaluation globale de cette idée que oui, on peut perdre des années de vie liées au fait d'avoir subi de la violence. Chaque situation de vie est absolument spécifique. Alors, il y a des choses qui sont récurrentes. Le mode opératoire des agresseurs, leur stratégie, l'impact sur la santé, sur le trauma, tout ça est récurrent. Mais les ressources individuelles ne sont pas les mêmes. Les réactions non plus. Ce que certaines peuvent encaisser n'est pas le même que la voisine. Et donc, à chaque fois, c'est une aventure unique qu'il faut accompagner en fonction de tous les paramètres. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on connaisse bien la patiente, ses ressources, son état de santé, son environnement, les personnes sur lesquelles elle peut s'appuyer, etc., de manière à pouvoir l'accompagner au mieux. On a de la violence conjugale, de la violence sexuelle, de la violence économique, de la violence psychologique, de la violence migratoire. On a de la violence liée à des traditions imposées. Ça peut être l'excision, mais ça peut être aussi le mariage forcé, ça peut être le viol conjugal. Enfin, et souvent, ces violences se sont cumulées.
Les violences subies ont des effets bien plus lourds qu'on ne l'imagine. Elles peuvent réduire l'espérance de vie des victimes de 4 à 20 ans, en raison des conséquences physiques et mentales qu'elles entraînent. Et certaines victimes sont encore plus vulnérables que d'autres. Les femmes migrantes, par exemple. Une enquête de la Commission des femmes réfugiées menée en 2019 auprès des migrants ayant emprunté la route méditerranéenne entre l'Afrique du Nord et l'Italie révèle un chiffre glaçant. 90% des femmes et des filles interrogées ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur voyage. Alors le parcours des migrantes est émaillé de violences parce que très souvent elles partent parce qu'elles subissent des violences dans leur pays, en général familiales, conjugales. Ça peut être des violences éducatives, ça peut être des violences sexuelles. Et puis des mariages forcés avec toute la relation violente qui s'installe du fait qu'elles ne veulent pas, a priori, avoir de rapports sexuels avec leur mari et que la place des femmes dans de nombreux pays est quand même pas extrêmement viable. Donc le problème, c'est que lorsqu'elles décident de partir, elles vont avoir un parcours migratoire violent lui-même. Les trajets sont violents, les passeurs ne vous font pas de cadeaux, en profitent pour vous agresser sexuellement aussi. Parfois, il y a des drames dans les parcours, des enfants qui meurent, des camarades qui meurent, de la prison, de la prostitution. Tout ça, c'est leur parcours. Et puis ensuite, elles arrivent dans un pays où, évidemment, on aimerait bien qu'elles ne restent pas, donc elles sont persécutées. Et puis ensuite, même arrivées dans un pays d'accueil où elles ont envie de rester, il va y avoir de la violence administrative, mais il peut y avoir aussi, du fait de leur extrême vulnérabilité et de leur pauvreté, des violences sexuelles, des rapports imposés en échange de prestations. Et donc, en fait, c'est un voyage d'une violence sans fin. Les enfants sont les témoins invisibles de ces violences, mais leur souffrance est bien réelle. Selon la revue Réalité familiale, l'enfant exposé à la violence conjugale se retrouve agressé par l'un ou même les 2 parents. Il se sent seul, vulnérable, ce qui fragilise profondément son développement. L'exposition répétée à ces violences augmente le risque de troubles anxieux, de dépression et même de reproduction des schémas violents à l'âge adulte. Le fait de subir de la violence ne fait pas forcément renoncer à avoir des enfants. Et même parfois encourage. Après, il y a des femmes qui viennent nous voir pour avorter parce qu'elles ont voulu un enfant avec cet homme-là et puis depuis qu'elles sont enceintes, comme ça arrive souvent, la grossesse est un facteur déclenchant très connu, les violences qui étaient probablement psychologiques avant deviennent physiques et là, elles estiment que c'était pas ça qu'elles voulaient et qu'il est hors de question qu'elles aient un enfant avec cet homme-là. Donc ça peut en effet les conduire à demander un avortement. Après, élever un enfant, c'est déjà pas facile. Élever un enfant en subissant de la violence, c'est évidemment plus difficile. On a moins de disponibilité, on a beaucoup moins de sérénité. On doit certainement avoir des moments où on n'a pas la patience nécessaire. Donc ça complique les choses. Et puis, il y a aussi le fait que le conjoint, en général, adore décrédibiliser sa compagne devant les enfants pour leur montrer que votre maman est nulle, elle fait pas assez bien ceci, cela. Et ça attaque évidemment la capacité éducative de la femme qui se sent immédiatement disqualifiée. Subir de la violence, ça ne vous met pas en situation de sérénité et d'empathie forcément. Alors, c'est pas systématique. Il y a des mères qui protègent merveilleusement bien leurs enfants et qui arrivent à le faire, mais il y en a d'autres pour lesquelles c'est compliqué. Et de toute façon, être élevé dans un foyer violent, ça vous enseigne que la violence est un mode de communication, que la violence est une option, que la violence permet parfois de faire respecter ses choix. Et c'est un très mauvais message qu'on envoie aux enfants. Et alors, ils seront soit soumis à de la violence parce qu'ils ont vu que ça, soit violents eux-mêmes parce que c'est pareil. C'est un modèle qu'on leur a donné en leur faisant presque croire que c'était comme ça qu'on arrivait à ses fins. Après, le fait d'avoir des enfants, c'est parfois ce qui sauve la vie des femmes parce que une femme qui ne veut pas partir parce qu'elle n'a pas envie de quitter son conjoint, parce qu'elle est encore amoureuse ou sous emprise, peut décider un jour, parce qu'elle a eu peur pour ses enfants, de finalement
partir parce que elles estiment que ça n'est pas possible de continuer à leur faire subir ce qu'elles subissent elles-mêmes. Quand les enfants sont en danger, parfois ça sert de déclic aux mères pour se dire moi j'ai supporté, mais je ne peux pas accepter qu'ils s'en prennent aux enfants, que les enfants soient menacés, etc. Heureusement, il existe des parcours de résilience, des histoires qui se terminent bien. Mais combien, à l'inverse, se terminent dans la tragédie ? Quelques chiffres. En France, en 2022, 373 000 femmes ont été victimes de violences conjugales, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou verbales. En 2024, selon le collectif Nous Toutes, 137 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Une femme meurt tous les 2 jours et demi. Ces chiffres sont extrêmement stables. Ça ne fait que confirmer l'intuition que j'ai, que c'est un long chemin, qu'on ne va pas se réveiller demain avec « tiens, cette année, il y en a eu 20 », parce que c'est très multifactoriel et qu'il faut agir sur plein de choses différentes en même temps, parce que ça consomme beaucoup de ressources humaines et beaucoup d'argent, et que malheureusement, ces 2 ressources ne sont pas du tout à la hauteur des besoins aujourd'hui. Donc il y a des efforts qui sont faits, les lois ont changé, des moyens ont été mis sur la table, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a tout ce qu'il faut pour atteindre pas une de plus, qui est un slogan féministe extrêmement valeureux, mais très légèrement utopique pour le moment. Mais alors, que faire si nous-mêmes ou l'une de nos proches est victime de violence ? Quel recours existe ? Le premier conseil, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on vit. Est-ce que ce qu'on vit, c'est vraiment de la violence ? Est-ce qu'on est d'accord avec cette violence ? Est-ce qu'elle nous pèse ? Et si elle nous pèse, est-ce qu'on a envie de faire quelque chose pour que ça change ? Parce que l'idée n'est pas de dire aux gens « faites ci, faites ça ». Donc déjà prendre conscience de ce qu'on vit et savoir si on a envie de changer. Si on a envie de changer, il faut demander de l'aide, c'est sûr. Aujourd'hui, 17 maisons des femmes existent à travers la France. Marseille, Rennes, Bordeaux, Paris, Toulouse, Le Havre. Et d'autres ouvriront bientôt. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans l'une d'elles, contactez le 3919, un numéro d'écoute anonyme et gratuit qui saura vous guider. Avant de quitter Rada Hatem, je lui ai posé une dernière question. Quelle femme, réelle ou fictive, l'inspire ? Je n'ai pas vu ce dessin animé qui s'appelle La Reine des Neiges, mais ma petite fille est complètement fan du personnage principal, qui je crois est une femme puissante, si j'ai bien compris ce qu'elle m'a expliqué. Je suis ravie que les petites filles aient de nouveaux modèles, et je pense qu'il va leur en falloir beaucoup pour faire la moyenne avec tous les modèles précédents qui étaient certes fort poétiques, que ce soit Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant ou d'autres, mais qui finalement enfermaient les petites filles et donc les futures jeunes filles et femmes dans des stéréotypes tout à fait déplaisants. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est, la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt!